début de mes 100 challenges, j'enchaînais tous les challenges et je prenais pas le temps de les célébrer. Et un jour, j'ai rencontré un coach au freediving, justement, en Turquie, qui m'a dit ça, c'est votre problème, vous, les mecs qui veulent faire enchaîner tous les trucs comme ça, vous prenez pas le temps. Et il m'a dit celebration feeds imagination, tu vois. Donc, prends le temps de kiffer ta réussite, de dire putain, là, je viens de faire un truc stylé, tu vois. Et ben c'est cool et je suis content et je l'assume et je suis prêt à le dire et je m'en fous de ce que pensent les autres, je suis fier de moi, tu vois. Et ça nourrit de ouf l'imagination et tout ce que tu es capable de faire ensuite, tu vois. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne la parole aux ingénieurs pour partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou la transition écologique. On est un petit peu sorti des clous aujourd'hui, mais j'ai toujours interviewé un ingénieur, donc la ligne éditoriale est sain et sauf. J'ai reçu Ulysse Lubin. Ulysse, c'est une sorte d'aventurier qui a décidé de relever 100 challenges à travers le monde pour dépasser ses limites et ses barrières mentales. Je vous conseille d'aller voir un petit peu son contenu sur YouTube pour voir un peu de quoi on parle et de ses challenges. Dans cet épisode, on a décidé d'échanger autour de cette thématique justement, comment se dépasser, comment apprendre à apprendre et comment vaincre ses peurs. Je pense que ce sont des thèmes qui sont utiles à tout le monde, que ce soit dans son travail au quotidien ou dans sa vie de tous les jours. Avant de démarrer cet épisode, je voudrais te parler d'une solution innovante que j'ai découverte pour générer des propositions commerciales très rapidement, complètement interactive, dynamique et beaucoup plus encourageante vis-à-vis de tes clients qu'un simple PDF. Comme toi, avant, je passais des heures à produire, corriger et envoyer des propositions au format PDF, à les envoyer en pièce jointe d'un email. Cela créait de la frustration de chaque côté, de la part du client qui attendait la dernière minute pour recevoir les informations voulues, de l'angoisse de mon côté car je ne savais jamais comment le support était reçu et perçu une fois le document envoyé. J'ai longtemps cherché un outil qui me permettrait de basculer d'un PDF sans vie en un espace collaboratif entre moi et mes clients, mais aussi entre moi et mes équipes. Aujourd'hui, tout cela est rendu possible grâce à Pan.app, un outil qui va te permettre d'organiser un storytelling poussé et personnalisé pour tes prospects avec des propositions au format web. Si cet outil t'intéresse, je te mets un lien dans le descriptif de l'épisode. Grâce à ce lien, tu auras de ma part 2 mois offerts sur ta licence annuelle. Si vous souhaitez soutenir ce podcast et m'encourager à produire ces interviews passionnantes, je vous encourage toujours à le partager sur vos réseaux sociaux favoris, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, à laisser un commentaire et à participer à la discussion sur le post LinkedIn. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Voilà. Je vous laisse en compagnie d'Ulysse Lubin. Bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de System Sales. Et aujourd'hui, je reçois un ingénieur aventurier. J'ai nommé Ulysse Lubin et je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Eh ben, écoute, salut Mathieu, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Et je m'appelle Ulysse Lubin, j'ai 28 ans et je suis en train de relever 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. Et donc, en chemin, je documente tout ce que j'apprends, donc que ce soit sur YouTube, sur mon blog ou sur les réseaux sociaux. Et en 2 ans, ça représente 43 challenges relevés dans 16 pays, si je dis pas de bêtises. Et voilà, et ça peut être tout et n'importe quoi, comme aller survivre une semaine dans la jungle au Costa Rica, plonger à 35 mètres en apnée en Turquie, marcher pendant 7 jours dans le Sahara avec les morts, ou mémoriser 1000 décimales de pi, ou voilà, ce genre de choses. Ok, et donc tu ne vis que très rarement en France, si j'ai bien compris. Ouais, je pense que je passe 2 mois par an en France, on va dire, et je passe 10 mois de l'année sur 12 à l'étranger, en vadrouille, voilà, je vagabonde. Ok. Alors on avait dit que dans cet épisode, je pense que ceux qui veulent découvrir Ulysse, il a déjà enregistré des podcasts, il a déjà documenté pas mal ce qu'il faisait, donc on mettra les liens dans la description de l'épisode. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler un petit peu de barrière mentale. En fait, l'idée, c'est que Ulysse nous partage un petit peu son feedback pour que vous puissiez, même vous, aujourd'hui, en tant que citadin ou, ou travailleur classique, vous puissiez utiliser dans la vie de tous les jours un petit peu ce qu'Ulysse a appris. Et donc, Ulysse aussi, on essaiera de parler un petit peu de
de ton projet qui s'appelle l'atelier d'introspection. Et j'ai décidé, et tu m'as dit que je devais te bousculer aujourd'hui, donc je me ferai. J'ai dit ça, moi? Ouais, donc j'aurai le droit de te poser des questions qui peuvent te mettre face à des contradictions parfois par rapport à ce que tu fais. Avec plaisir. J'en ai Mais plein. on va commencer en douceur. Ulysse, ça vient d'où C'est moi. ton prénom? Tes parents t'ont expliqué, non? Ou Ouais, alors j'ai eu chaud en fait. Ulysse, c'est pas si mal. Mon père voulait m'appeler Gonzague ou Arsène parce que je m'appelle Lubin, donc il trouvait ça drôle de faire Arsène Lubin. Ah oui, Euh, très bon, ma mère, excellent. ma mère c'était Cyprien ou Adrien, je crois. Mon père a dit c'est mort, on est en Provence, tout le monde va l'appeler Cyprien, Adrien. Et puis ils se sont mis d'accord sur Ulysse. Alors, coup du destin, je sais pas. Mais mon père vivait sur un bateau, donc il y avait le côté un peu, tu vois, marin, aventurier. Ils aimaient bien le prénom. Et je me demande dans quelle mesure ça a conditionné ce que je fais aujourd'hui, mais quand j'étais petit, j'aimais pas trop mon prénom parce qu'on se moquait pas mal de moi. Et aujourd'hui, je le changerai pour rien au monde parce que ça colle pas mal avec ce que je fais, avec qui je suis, qui j'ai envie de devenir. Et voilà. Il faut noter que d'ailleurs, ma sœur s'appelle Olympe, donc ça ressemble D'accord. pas mal. Mais c'est pas une lubie de la mythologie grecque, c'est plus que ma mère voulait un lien entre nos deux prénoms. Et donc voilà, tu vois, il y a la voyelle, le L, le Y, le même nombre de lettres, ça finit par un E, c'est joli, ça sonne bien. Voilà. Bon, c'est quand même un peu recherché. Et du coup, tu nous dis ça influence, enfin, ça colle bien avec ta vie actuelle, avec ce que tu veux en faire. Et ça n'a en rien Ouais, influencé tes choix ou un petit peu quand même? et ben, je me pose souvent la question. Je sais pas. Je me demande dans quelle mesure ton prénom t'incite à l'incarner, tu vois, ou incarner son histoire. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je me suis souvent posé la question. Et parce que tu vois, Ulysse, si tu regardes, c'était un mec qui voyageait, qui était curieux, qui essayait de toujours trouver des ruses, enfin, tu vois, mais c'est un peu, j'adore ça, quoi. Donc, j'imagine que oui, d'une certaine manière, mais j'ai pas la réponse. Alors, Ulysse, c'est un aventurier. C'est un aventurier obligé. Il a pas choisi d'être un aventurier. Ulysse, c'est aussi l'incarnation de l'homme qui remplit ses devoirs. Ulysse, c'était un roi. C'était un homme très attaché à sa famille. Son étoile du Nord, c'était de servir son royaume et de rentrer chez lui après comme je disais tout à l'heure, pour remplir ses devoirs. Du coup, par rapport à ça, toi, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'évoque justement? Toi, tu as choisi le bon côté d'Ulysse, celui qui t'intéressait, mais Ouais, libre c'est de clair. tout. Clairement, ouais. C'est vrai qu'on a quelques petites différences. Déjà, l'aspect familial, moi, je suis pas trop famille. Alors, j'adore ma famille, hein, mais c'est juste que dans ma hiérarchie de valeurs, j'ai pas besoin de passer beaucoup de temps avec ma famille. C'est pour ça que je suis souvent à l'étranger. Mais tout ça, c'est mûrement réfléchi, tu vois. Euh, L'aspect voyage obligé, c'est vrai que moi, c'est vraiment un voyage choisi. Mais ça reste aussi un voyage initiatique, tu vois. Ulysse, dans la mythologie, il est obligé, mais c'est à travers toutes ces épreuves qu'il va se construire, qu'il va construire son histoire. Et, euh, et moi, je l'ai choisi, mais c'est à peu près la même démarche, tu vois. Euh, on sent qu'il y a une sorte de développement personnel aussi dans toute cette histoire, de lui et de son équipage et de tout ce qui se passe, etc. Donc, il y a des petites différences, mais bon, ça reste une histoire dans laquelle je Qui te colle. m'identifie un petit peu, tu vois. Ouais. Tu as lu le livre de Sylvain Tesson ou écouté son podcast qu'il avait fait il y a quelques années sur un été avec Homère, justement. Non. Sylvain Tesson, très marqué par l'histoire d'Ulysse et l'Iliade et l'Odyssée. Ouais, alors je l'adore. J'avais adoré Dans les forêts de Sibérie. Je sais pas si tu l'as vu, parce qu'il en a fait un film aussi. C'est quand il part au lac Baïkal. Il s'achète une cabane pendant 6 mois. Il va vivre là-bas pour expérimenter le silence et la solitude. Et c'est trop beau, quoi. Et ça m'a trop donné envie d'en faire un challenge aussi et de me mettre en ermite. Alors peut-être pas pendant 6 mois, mais je sais pas. Ça m'a inspiré de ouf. Et d'ailleurs, Sylvain Tesson, c'est un modèle dans ce que j'aimerais construire, tu vois, comme modèle, comme histoire, etc. J'aime beaucoup ce qu'il fait et ça m'inspire pas mal. Alors justement, Et- parce que tu es un petit peu le Sylvain Tesson nouvelle génération. Tu documentes beaucoup ce que tu fais. T'embarques une caméra, tu filmes, t'embarques un drone. Tu as décidé de partager tes expériences. Mais est-ce que ça te sort pas justement de ce que tu veux rechercher, c'est-à-dire un petit peu cet isolement, ce flow se recentrer sur soi, etc. Le fait que
tu, tu te mets un petit peu en scène, le fait que voilà, que je regardais un peu ta vidéo dans le Sahara où tu casses justement cette solitude par voilà, bah, le fait que tu dois partager, enfin t'es pas obligé, mais que tu partages, t'es décidé de partager Mm. tout ça. Ça te sort pas un peu justement de ce que t'es venu chercher, de ce Si, flow, de cet isolement? si, complètement. Il y a plusieurs sujets en fait là-dedans. Il y a le sujet, on pourrait presque parler business, dans le sens où moi, tout mon business repose sur la création de contenu. Donc d'une certaine manière, c'est mon métier et c'est ce qui me permet de vivre cette vie-là. Donc je m'impose, on va dire, cette contrainte parce que c'est ce qui me permet derrière de vivre toutes ces aventures. Donc je me dis, je préfère les vivre avec une caméra que pas les vivre du tout. Mais tu as raison, c'est quelque chose qui me sort de l'expérience et je suis en train de faire évoluer mon modèle. Là, je commence à développer un modèle économique qui est de plus en plus stable, avec de plus en plus de revenus. Et j'ai décidé de me faire accompagner dans les prochains gros challenges. Donc là, tu vois, j'ai 3 gros challenges qui arrivent. Je vais avoir la traversée de la Manche en paddle, la traversée de l'Europe en stop et la traversée de la Belgique en trottinette électrique. Et cette fois-ci, j'aurai un filmmaker qui va me suivre à chaque fois. Et donc on verra si ce sera dans tous les challenges ou pas. Mais l'idée c'est de pouvoir de plus en plus déléguer cette partie-là pour moi vraiment me focaliser sur l'expérience et pouvoir avoir quelqu'un qui capture les images. Tu vois, alors il y aura toujours un masque de toute manière parce que dès que t'es filmé, dès que t'es quelque chose, tu fais toujours les choses. Tu sais que tu vas être à l'image, surtout quand t'as l'habitude. Mais j'espère que ça rendra le truc encore plus immersif et voilà, je vais tester. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça va être un bon test cet été là avec ces 3 challenges là. Et voilà, après, moi, j'adore vivre les expériences, j'adore écrire aussi, tu vois. Ça, pour moi, c'est jamais une tare, c'est toujours cool. Voilà, ce que j'aime un peu moins, c'est sortir la caméra à chaque fois et faire du montage, tu vois. Ça, voilà, c'est le premier truc que je pense déléguer dans la deuxième partie des 100 challenges à travers le monde, parce qu'on arrive bientôt à la moitié, tu vois. Et donc voilà, soit avec un filmmaker, peut-être en prenant une équipe de production, tu vois, ça pourrait être, pourquoi pas essayer de ramener un Netflix ou un Amazon Prime ou un Canal+, tu vois, pour venir produire une série autour des challenges. Je sais pas. Je réfléchis un peu au modèle. Ça va peut-être évoluer. Mais t'as raison, ça me sort parfois un petit peu de l'expérience. Ouais, ça rend le truc un peu moins authentique. Et par rapport à, j'ai beaucoup aimé ton expérience au Sahara. C'est ce qui d'ailleurs m'a fait prendre contact avec toi parce que justement tu m'as rappelé un peu Sylvain Tesson mais par rapport à ta vidéo, en fait par rapport à la façon dont tu en as parlé à l'écrit, qui était assez poétique, où tu arrivais plus Mm. facilement à retranscrire ce que tu avais ressenti là-bas par rapport à l'immensité, l'expérience, etc. Alors que ta vidéo, finalement, était un peu plus... voilà, t'as moins réussi, on ressent moins ça par rapport à la vidéo, j'ai trouvé, tu vois. Mais je pense Je être un pense que bien meilleur écrivain que filmmaker, tu Ouais. vois, tout simplement. C'est juste, en fait, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à écrire. Et écrire, c'est une routine que j'ai tous les jours. Tu vois. Tous les jours, Ok. j'écris beaucoup, tu vois. Alors que la vidéo, je vais faire une vidéo par mois, tu vois, où d'un coup, je vais sortir la caméra, je vais faire le truc et je vais faire du montage. Mais c'est pas la même routine. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'entraînement. Et, euh, et je pense que ça se ressent tout simplement. Ok. Et dans beaucoup de challenges, on voit que tu es accompagné. Soit accompagné, soit coaché, etc. Alors, j'ai pas tout regardé. Peut-être qu'il y en a où t'es tout seul. Tu me corriges hein, si je dis des Mm. bêtises. Mais et le fait d'être accompagné pour toi, est-ce que ça enlève pas une partie du piment du challenge justement, tu vois? Quand je parle, je pense au Sahara, je pense quand tu fais les catacombes, t'es accompagné en permanence. Le bain dans l'eau gelée, tu es accompagné aussi. Mm. Est-ce que c'est une évolution que tu envisages aussi dans les challenges d'être un peu plus solitaire, justement, d'aller puiser encore plus loin ou, ou toi, pour toi, c'est... Parce que ça va dépendre du sujet, en fait. Alors avant, dans le début de ma chaîne, c'était très solitaire, au contraire. Tous mes premiers challenges, je les faisais vraiment tout seul. Tu vois, je m'amusais à mémoriser 1000 décimales de pi tout seul. On va faire tout un tas de trucs, apprendre à jongler, à composer une musique, à dessiner, etc. Après, au début, il y avait aussi un peu le confinement, et donc j'avais pas trop le choix. Maintenant, je trouve ça beaucoup plus enrichissant d'aller vers des gens qui ont des capacités de dingue, tu vois. Par exemple, j'avais rencontré Stéphane Tour, vice-champion du monde de freediving, et là, il m'emmène à 35 mètres en apnée. Bah, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire tout seul, tu vois. Donc, moi, je trouve ces rencontres-là très enrichissantes, tu vois, quand je pars survivre une semaine dans la jungle avec un indigène bribri qui me transmet tout ce qu'il sait.
ça a énormément de valeur et je pense que c'est une bien plus belle expérience que juste d'y aller tout seul et de galérer pendant une semaine, tu vois. J'en ferai d'autres des expériences tout seul. Typiquement, on parlait tout à l'heure de Sylvain Tesson, le fait de partir, tu vois, un mois dans une cabane en Norvège à couper du bois et faire du feu, ça c'est le genre de truc qui peut carrément me brancher. Mais, mm, mais si j'ai l'occasion de rencontrer des gens qui savent faire des trucs de fou, qui peuvent m'introduire à leur univers et m'apprendre des choses, banco, tu vois, parce que moi je fais ça pour apprendre, pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, de nouveaux paradigmes, et ensuite retranscrire ça et partager mes découvertes avec les gens qui me suivent, quoi. Ouais, donc en fait, tu es en train de tracer ton sillon. On n'essaye pas du tout de te comparer à d'autres aventuriers. Toi, tu traces ton sillon, tes aventures, tu as envie de les vivre avec quelqu'un, de faire des rencontres et de le partager. Donc c'est top. C'est quoi jusqu'à présent, pour toi, les trois meilleures expériences, les trois meilleurs challenges qui resteront pour l'instant Ah, ça, je peux pas te répondre. En fait, je veux pas les comparer. Chaque fois D'accord. qu'on me demande c'est quoi ton pays préféré ou c'est quoi ton challenge préféré, je dis bah chaque challenge m'a appris quelque chose de différent, chaque pays m'a introduit à quelque chose de différent. Et j'ai beaucoup de mal à les hiérarchiser. Après, il y a des expériences qui restent plus que d'autres. Tu vois, si tu vas sur YouTube, par exemple, la semaine de survie dans la jungle, bah c'est un documentaire de 40 minutes, c'est pas la même que. Enfin, tu vois, il y a plus de travail sur cette vidéo, donc forcément, je vais l'avoir plus en tête. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple tout à l'heure, par exemple. C'est pas anodin, tu vois. Sur 43 challenges, c'est souvent le même qui revient. On pourrait parler de la fourmi balle de fusil, par exemple, parce que c'est la vidéo la plus virale de ma chaîne YouTube, qui derrière a été reprise sur TikTok, et qui a fait genre des dizaines de millions de vues sur TikTok et tout ça. Donc ça a pas eu le même impact sur, tu vois, sur la communauté, sur le développement du projet, etc. Mais ça veut pas dire que ce challenge-là était mieux qu'un autre, tu vois. C'est juste qu'il y en a qui sont plus visibles, d'autres qui ont demandé plus de travail et tout ça. Il y en a un auquel tu as Euh, ressenti quand même que tu passes un cap. Tu as passé un cap en le faisant, vraiment. je sais pas. Bah, le 26e, c'était justement la piqûre de la fourmi balle de fusil. Et j'ai changé ma présentation quand je l'ai fait. Donc c'était le deuxième quart, tu vois. J'avais fait un premier quart, donc 25 challenges. Et pendant les 25 premiers challenges, je me présentais comme salut, je m'appelle Luis Lubin, je suis en train de relever 100 challenges à travers le monde, avec la volonté de montrer que tout peut s'apprendre. Et je sais pas si t'as remarqué tout à l'heure, quand je me suis présenté, j'ai dit pour dépasser mes barrières mentales, ce qui est pas la même chose. Et en fait, à partir du premier quart, j'ai compris que ma quête était plus grande que juste de montrer que tout peut s'apprendre. C'est un sujet passionnant, apprendre à apprendre. Et à un moment donné, j'avais fait un petit peu le tour. Et je me suis dit, en fait, ça s'inscrit dans un processus plus vaste qui est les barrières mentales, quoi. C'est-à-dire que tout ça, tu peux les relier à plusieurs peurs. Moi, j'en ai identifié 4, plus une qui est un peu plus méta, qui regroupe les 4 autres. Mais si tu veux, tu vas avoir la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de compétences, la peur du jugement des autres et la peur de se planter. Et typiquement, apprendre à apprendre, ça vient en solution, on va dire en réponse à la peur de manquer de compétences, tu vois. Mais c'est un des 4 arcs de ce qui m'anime aujourd'hui. Et du coup, ma quête, elle a un peu évolué dans le deuxième quart, tu vois. Et après, c'est même devenu apprendre à se connaître, etc. Et la peur un peu méta, c'est la peur de la mort. Mais elles sont toutes reliées à la peur de la mort. On pourra en parler si tu veux tout à l'heure. Mais donc ouais, on va dire ce challenge 26 là, se faire piquer par une fourmi balle de fusil, bah justement en fait, parce qu'il n'y avait pas de truc vraiment à apprendre, tu vois, à ce moment-là. C'était plus, ok, on va aller se frotter à la fourmi qui a la piqûre la plus douloureuse du règne animal. Comment est-ce que je peux me préparer mentalement? Comment est-ce que je peux faire de la visualisation? Qu'est-ce que c'est que la douleur? Comment est-ce qu'on l'accepte? Quels sont les mécanismes scientifiques? Pourquoi est-ce que c'est la toxine, tu vois, la ponératoxine de cette fourmi en particulier fait particulièrement mal? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et là, je me suis dit, ok, je suis en train d'entrer dans une autre dimension de mes challenges, tu vois. Je suis plus en train de juste apprendre un nouveau skill, je suis en train d'aller me confronter, me frotter à des peurs voilà, et essayer d'attraper un peu mon courage à deux mains et de faire d'autres choses, quoi. Apprendre à apprendre, c'est une phrase qui ressort. Alors, on n'est peut-être pas sur la même échelle, mais c'est une phrase qui ressort beaucoup des, des- qui ressort beaucoup des interviews que je fais avec les ingénieurs justement. Le fait, Ok. c'est ce que ça leur a. Ils disent tous que leur parcours scolaire leur a appris à apprendre. Ah bon? Et Bah, pas justement, moi. et dans le monde professionnel, ça leur permet de leur ouvrir énormément de portes et de réussite. Bah justement, je voulais te poser la question, est-ce que toi, qu'est-ce que tu en as tiré de tes études d'ingénieur? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans dans ta Eh vie ben actuelle? écoute, Est-ce que ça... j'ai appris à beaucoup boire de la bière et je me suis fait plein d'amis, quoi. Mais j'ai certainement pas appris à apprendre. Enfin, c'était n'importe quoi. À la limite, là où j'ai vraiment dû bosser, c'était en prépa pour aller en école. Mais c'était quand je réfléchis à la structure du temps passé pour les connaissances acquises, c'est complètement inefficient.
Et ensuite, en école d'ingé, enfin, moi, je séchais la moitié des cours, je chopais les partiels des années précédentes, je révisais la veille. Enfin, j'ai jamais appris à apprendre, j'ai juste appris à niquer le système, si tu veux. Ouais, c'était pas ton Euh, truc, quoi. et à boire beaucoup d'argent. Si, mais enfin, j'étais bon en école d'ingé, tu vois. Si tu regardes mon diplôme, on dirait, oh, lui, c'est bon ingénieur, tu vois. Pas du tout. Enfin, je suis le pire ingénieur photonique qui existe. Apprendre à apprendre, je l'ai appris après. C'est quand j'ai D'accord. commencé ma première entreprise. Quand j'étais start-upper, j'ai dû apprendre à me démerder, tu vois, à faire les choses par moi-même. Ok, il faut qu'on fasse une vidéo. Bon, bah, ok, on va apprendre à faire du montage vidéo. Ok, il faut qu'on publie un visuel. Ok, on va apprendre à faire du graphisme. Ok, il faut faire un site web. Ok, on va apprendre à coder, tu vois. Et là, c'était le début. Et encore là, j'apprenais très, très mal, tu vois. J'étais pas très efficace dans ce que je faisais. Et c'est quand j'ai commencé mes 100 challenges à travers le monde avec cette idée de dire, ok, je vais montrer que tout peut s'apprendre. Attention, pas qu'on peut tout apprendre, parce que c'est infini la connaissance, mais que tout peut s'apprendre. Et là, je me suis dit, ok, je vais mémoriser 1000 décimales de pi. Comment je fais ça, tu vois? Comment tu t'abordes un problème pareil? C'est-à-dire, tu as 1000 informations à retenir en un minimum de temps. Comment tu fais? Et je l'ai fait en 3 jours, si tu veux. Enfin, même en 2 jours et demi. Et pendant 2 jours et demi, j'ai passé 1 jour et demi à construire des outils mentaux. J'ai pas touché à une seule décimale de pi. C'est-à-dire, j'ai construit une table de rappel PAO avec la méthode de personnel action objet, avec des palais mentaux, etc. Et tout ça, je n'avais aucune idée que ça existait avant. Je te promets, j'étais nul en mémoire, je retenais pas les numéros de tel et tout. J'étais une catastrophe. Et j'ai découvert ça avec ce challenge. 1 jour et demi à me construire des outils mentaux et à l'après, je mémorisais 100 décimales par heure. Alors que j'ai pas, encore une fois, une mémoire spécifiquement bonne. C'est juste que j'avais les bons outils. C'est comme si tu parles à ton cerveau dans une LV2 toute ta vie et que d'un coup, tu comprends que tu as une autre langue dans laquelle tu peux lui parler et que c'est beaucoup plus fluide et que tu peux comprendre beaucoup plus de choses, tu vois. Là, ça a été le début. Ça a été un vrai flash, quoi. Moi, je pensais que ça prendrait 10 jours. D'ailleurs, après, j'ai fait une conférence au début de mon aventure, quand j'avais un peu une moins grosse communauté, je gagnais ma vie avec cette conférence-là qui s'appelait Apprendre à apprendre, justement. Et dedans, je demande aux gens, d'après vous, ça prend combien de temps de mémoriser 1000 décimales de pi? Si là, demain, tu devais t'y mettre, tu vois, tu mémorises et que tu devais les réciter les yeux fermés, combien de temps ça te prendrait? Et les réponses, elles allaient de 14 jours à 1 an, tu vois. Et une fois, j'ai fait la moyenne. Et la moyenne, c'était 136 jours. Et moi, je leur ai dit, moi, il m'a fallu 3 jours et je suis pas meilleur que vous, tu vois. Et là, j'ai compris qu'il y avait un énorme décalage entre ce que l'on pense être capable et ce que l'on est vraiment capable quand on sait comment parler à son cerveau, quand on sait l'utiliser. Et moi, j'ai clairement pas appris ça en école d'ingénieur, mais dans tous les challenges après par la suite. Et ça marche aussi pas C'est... que sur le mental, hein, mais sur le physique et sur plein d'autres challenges que j'ai relevés derrière. Et c'est pas ça la première des barrières mentales, justement, que les gens sont persuadés qu'ils sont pas capables de faire des choses, en fait. Si, mais c'est normal. Mais parce que t'évolues dans un système qui est nivelé par la moyenne. L'école, ça a été construit sur un système qui est industriel. Et c'est normal, parce que comment tu veux éduquer des millions de gens, des dizaines de millions de gens? C'est un casse-tête sans fin. Donc, ça a été la solution, ce qui a eu des bons aspects. Mais si tu veux vraiment débloquer ton potentiel, il faut pas que tu sois nivelé par la moyenne. Faut pas que tu sois nivelé par exemple, une classe de niveau, ça a aucun sens. Regrouper les élèves par âge, tu vois. C'est complètement, enfin, moi, je trouve ça complètement hallucinant, tu vois. Tu devrais regrouper les élèves par intérêt. Et même s'ils ont des niveaux différents, justement, le fait d'enseigner, ça permet d'apprendre, tu vois. Donc, tu peux avoir des gens qui sont moins bons, des gens qui sont meilleurs, créer de l'interaction entre les élèves. Et là, tu pourrais avoir déjà un système d'apprentissage qui est plus efficace. Mais vas-y, là, pour organiser ça à grande échelle, c'est hyper difficile. Donc, le système n'est pas conçu pour te permettre de croire en toi, d'aller plus loin, de faire des trucs de fou. Parce que une classe, par définition, il faut pas qu'elle ait un rythme trop. Enfin, tu peux pas prendre le rythme du premier et dire ok, ça va être le même rythme pour tout le monde, tu vois, sinon tout le monde est perdu. Donc ouais, moi j'ai attendu de sortir complètement des systèmes et même tu vois, de l'entrepreneuriat type startup qu'on peut encore mettre dans des cases. Moi je suis un genre de solo media business, tu vois, à faire tous mes trucs tout seul dans mon coin pour vraiment me dire ok, là je vais aller explorer des trucs complètement what the fuck, tu vois. Ouais, carrément. Et je reste sur le apprendre à apprendre, justement. Qu'est-ce qu'on changerait, qu'est-ce qu'on pourrait changer aujourd'hui dans le modèle éducatif, même au niveau des enfants? Qu'est-ce que, tu vois, avec du recul, qu'est-ce que tu changerais? Tu vois, je sais pas s'il y a des parents qui nous écoutent Bah, ou moi des choses. je, je- je pense que je gamifierais beaucoup plus l'expérience déjà. C'est tous les animaux apprennent en jouant. Tu regardes des lions, ils se battent toute la journée, tu vois, ils apprennent, ils jouent, ils s'amusent. Nous, on est des animaux et en fait, on a complètement différencié le côté travail du côté loisir. C'est-à-dire que quand tu es un enfant, tu vas faire tes devoirs et après tu vas jouer. Or, ça devrait être la même chose, tu vois. Euh,
Donc, on n'a plus envie d'aller travailler, si tu veux. Enfin, moi, quand j'étais à l'école, ça me saoulait. J'avais qu'une envie, c'est d'aller jouer aux jeux vidéo. Donc, tu vois. Et d'ailleurs, on dit aux enfants, oui, ils ont, ils ont des troubles de l'attention, ils n'arrivent pas à se concentrer et tout ça. Et derrière, les gosses, ils passent 8 heures d'affilée sur un jeu vidéo. Donc, c'est faux. Et c'est pas un problème d'attention, c'est un problème de considération, tu vois. C'est un problème de, est-ce que ça m'intéresse ce qu'on me présente devant moi? Et donc, je pense que ça manque de jeu. Tu vois, tu pourrais imaginer une école basée sur comme un MMO, tu vois. Par exemple, tu prends World of Warcraft, tu as des quêtes, tu as des niveaux, tu progresses dans des métiers, dans des trucs, dans des compétences. Tu pourrais imaginer un peu la même chose en disant, bah voilà, voilà, par exemple, tout ce qui est possible d'apprendre à l'école. Tu as les maths, tu as le français, tu as la danse, tu as les arts, tu as la peinture, tu as la musique, tu as tout ce que tu veux. Déjà, il faudrait enlever ce système de coefficients là, parce que c'est insupportable de dire les maths c'est coef 8 et la musique c'est coef 2, tu vois. Pour moi, l'alphabétisation c'est aussi important que la créativité, et l'école tue la créativité parce que du coup on respecte plus les profs de musique et les profs d'art plastique, alors que tous les enfants dessinent, si tu veux. Euh, mais derrière, bah, quand tu grandis, qui a une vraie activité créative tous les jours? Très 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 peu de gens. Donc je remettrai tout au même niveau pour laisser les enfants explorer leur curiosité et ne plus les mettre dans des carcans en mode faut que tu sois bon en maths si tu veux faire quelque chose de ta vie, et créer une sorte d'arbre de compétences, tu vois, et de valoriser. Tu peux dire bah ok, si tu t'engages par exemple dans la musique, bah voilà, tu as le niveau 1, niveau 2, niveau 3, à chaque fois que tu valides des points, et si ça te saoule à un moment donné, tu peux changer, puis tu peux reprendre un autre endroit et valider des points, et quand tu as tant de points, tu as le bac, tu vois, par exemple. Et du coup, tu peux explorer à des arbres comme ça, tu peux aller très loin dans un truc, ou tu peux être généraliste et être un peu bon dans plein de choses. Enfin, je sais pas, on peut imaginer plein de trucs. Ça, c'est utopiste. Comment tu fais ça à grande échelle? Je sais pas, mais j'aimerais pas être ministre de l'Éducation. Trop compliqué, trop de charge Après, mentale. Mais, ouais, non, mais après, l'idée, c'est aussi de laisser un peu de la liberté et de redonner un peu peut-être en mode un peu local le ou un choix peu plus surtout, tu vois. un peu le choix, l'autonomie, etc. Ouais. Moi, si Et je j'avais des reste sur enfants, je le. pense pas que je les Ouais, mettrais à vas-y. l'école, hein. C'est alors pour l'instant, j'en veux pas, mais ce sera un vrai dilemme, tu vois. Je me dirais, ok, je suis pas d'accord de déléguer quelque chose d'aussi important que l'éducation de mes enfants au système actuel, tu vois. Je trouverais une autre solution. Tiens, d'ailleurs, c'est un vrai sujet, avant de revenir sur l'apprendre à apprendre, c'est un vrai sujet. Je sais pas si les enfants, justement, moi je suis père de famille, tu vois, j'ai 2 enfants, j'ai 40 ans, Ouais. et je vous suis, toi Ulysse, tu as mentionné Thibaut, tu as mentionné Ou d'autres Elliot. influenceurs, ou Elliot sur LinkedIn, etc. Moi, j'adore ce que vous amenez au monde, un peu cette fraîcheur, voilà, hop, on entreprend, on s'en fiche, on casse toutes les barrières, et ça me fait beaucoup rire de voir un petit peu les boomers qui critiquent en disant, voilà. Mais justement, par rapport à ça, c'est à un moment donné, par rapport à votre façon de vivre, et bah, moi, je pense qu'à un moment donné, on est tous rattrapés par cette envie, ce besoin, parce que c'est formidable d'avoir des enfants. Franchement, c'est une expérience juste Alors, je sais hallucinante. pas Et si du on coup, est tous rattrapés, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. non, vas-y, non, mais bon, après, voilà, toi, comment tu te situes par rapport à ça, vous, votre génération d'aventuriers, là? Bah, déjà, je sais pas si c'est une nécessité d'avoir des enfants, si tout le monde sera rattrapé par ça. Ça, déjà, c'est un point qui est discutable. Moi, pour l'instant, par exemple, je veux pas d'enfants. Peut-être que je changerai d'avis dans 5-10 ans. Pour l'instant, c'est pas le cas. Deuxièmement, moi, je prône un style de vie qui irait pas à plein de gens. Il y a beaucoup de gens qui idéalisent la même manière de vivre à travers les contenus que je produis, mais qui seraient probablement misérables dans ma manière de vivre. Euh, Parce que moi, ça vient d'un long cheminement interne de réflexion, de construction d'une philosophie de vie et de renoncement à plein de choses, tu vois. Par exemple, je suis minimaliste, je possède 80 objets, j'ai pas d'appartement, enfin, tu vois, parce que je voulais être dans cette quête initiatique, dans cette liberté, dans ce genre de choses. J'incite pas les gens à faire la même chose, j'incite les gens à se libérer de leur barrière mentale et d'aller relever les projets qu'ils aimeraient faire et qu'ils ont jamais osé, si tu veux. Je suis pas dans un jugement de valeur en mode voyager tout le temps, c'est mieux que d'acheter sa maison, tu vois. Je suis plus dans mon message, c'est plus moi, ça c'est ma quête, c'est ce que je fais et c'est voilà pourquoi je le fais. Mais c'est hyper personnel, c'est ma quête perso, je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres d'ailleurs. Par contre, j'ai un message. Si tu as une envie quelconque et que tu le fais pas parce que t'es bloqué pour telle ou telle raison, bah viens, on discute. Tu vois, on peut théoriser ça et sans forcément le rattacher à mon lifestyle, si tu veux. Donc, j'ai pas de jugement de valeur vis-à-vis de ça, tu vois. Après, comme tu dis, il y a des boomers qui me critiquent, etc. Mais c'est juste qu'ils ont pas compris, ils le prennent personnellement. C'est-à-dire qu'ils vont prendre
mon expérience perso, quand je raconte mon histoire comme une généralité, ils l'appliquent à eux et du coup, ils se comparent et ils le prennent comme une attaque personnelle de leur identité. Et c'est pour ça qu'ils se vexent. Mais moi, j'ai jamais eu cette intention-là, si tu veux. En vrai, je m'en fous. Quand je fais mes trucs, je le fais pour moi, tu vois. Non, mais l'aventure enfant, c'est un truc hyper personnel, mais c'est. Je pense avant de la vivre, on comprend pas ce que c'est. Mais après, par contre, c'est vrai que ça engendre d'autres choses au niveau de la structure de vie. Mais ouais, ça va être. Ouais, ouais, J'ai complètement. pas envie de rentrer C'est dans un des truc choix, en formel, fait. mais ce que tu découvres, c'est l'amour infini, je pense. Tu te rends compte que c'est une notion qui existe et tu vois d'avoir quand même un être sur Terre qui t'aime, mais à l'infini vraiment. Et toi aussi, tu ressens ça. Et ça, je pense que c'est au niveau de sa construction personnelle, il faut le vivre, tu vois. Euh, Peut-être, c'est ton opinion. j'essaie, Après, je. j'essaie pas de te convaincre, j'essaie d'apporter ma modeste pierre au débat. Non, mais complètement, hein. Mais c'est intéressant. Moi, j'avais un jeu à un moment donné, ça m'amusait beaucoup. Quand j'étais dans des soirées, je demandais aux gens, tu veux des enfants? Ouais. Et je disais pourquoi? Et souvent, ça bégayait en tchèque, tu vois. Ouais, parce que je veux transmettre, tu vois. Tu veux transmettre, bah, deviens prof, tu vois. Ou crée du contenu, tu vas transmettre à beaucoup plus de gens, tu vois. Oui, bah parce que c'est comme ça. Alors quand tu me dis c'est comme ça, moi tu m'as pas convaincu si tu veux. Enfin, je m'étais beaucoup amusé et j'ai eu très peu de gens qui m'ont donné des réponses convaincantes. Toi, pour le coup, c'est une bonne réponse convaincante. Tu vois, découvrir ce que c'est que l'amour inconditionnel, c'est un sentiment qui est unique et tu peux l'expérimenter que par le fait d'avoir des enfants. C'est une raison qui est recevable. Euh, mais voilà, par exemple, mon meilleur ami, c'est un enfant d'une fratrie de 9 personnes, donc c'est le neuvième, tu vois. Et lui, il m'a dit, je veux 7 enfants parce que j'ai tellement kiffé mon enfance que je veux leur permettre de vivre ça, tu vois. Je veux qu'ils connaissent le fait d'avoir une grande fratrie et d'avoir une famille comme ça et tout ça. Je dis, ok, bah t'es l'un des rares à m'avoir donné une bonne raison. Moi, ça me fait pas kiffer, mais je peux comprendre tout à fait, tu vois. Donc c'est toujours une question de, voilà, est-ce que tu sais pourquoi tu fais les choses ou pas? Et d'ailleurs, moi, je pense, ça c'est très personnel, ça c'est un peu unpopular opinion, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des enfants sans savoir pourquoi. Et qui après se découvrent une raison pour justifier leur choix et pour ne pas dire bah non j'ai pris une mauvaise décision parce que c'est tellement engageant que tu peux pas remettre en question ça si tu veux, ou alors tu te ferais cracher dessus par tout le monde, tu vois, et le jugement des autres on sait à quel point c'est important. Donc mais je pense que c'est le cas et qu'après beaucoup de gens essaient de justifier a posteriori pourquoi est-ce qu'ils ont fait des enfants et très peu y arrivent. Et certains y arrivent très très bien et c'est super, et j'imagine que là il y a des gens qui vont m'écouter et qui vont halluciner de ce que je suis en train de raconter, mais posez-vous vraiment la question, tu vois, est-ce que vous saviez avant de faire un enfant pourquoi est-ce que vous vouliez un enfant, et sinon même a posteriori est-ce que vous arrivez objectivement à expliquer ça, tu vois, et voilà. Ok. Parenthèse ultra philosophique sur les enfants fermée. Je reviens, tu t'as parlé de mode de vie. T'as parlé. Non, j'ai peur de perdre tous les auditeurs en route là. T'as parlé de Non mais mode de attends, vie. c'est hyper intéressant pour le coup, hein. Moi tu vois je sais Ah pas oui, oui, encore pourquoi je ferais un enfant, c'est pour ça que j'en fais pas. Le jour où ouais. je saurai vraiment pourquoi je veux en faire, peut-être que je me poserai la question. C'est pour ça que je te dis il y a pas de jugement de valeur vis-à-vis des gens, c'est juste Ah non, bien sûr. voilà. Ouais, moi, ça m'intéressait d'avoir ton point de vue parce que quand je vois ce que Thibaut essaye de transmettre par rapport à ce que et je pense que c'est quelqu'un avec qui j'aurais de longues discussions, même avec toi, parce que je suis pas franchement d'accord tout le temps avec ce que vous racontez, mais ça Ouais. a le mérite, vous avez le mérite d'être moins de droit dans vos bottes, et et je pense que vous êtes représentatif d'une génération et il faut écouter le message que vous avez à transmettre par rapport à ça, justement, par rapport à un mode de vie, à la famille, à toutes ces choses-là. Moi, je trouve ça super intéressant de vous suivre. Je reviens sur tu dis que tu as un mode de vie minimaliste, mais j'ai décidé de. Ouais, j'avais dit que j'étais chiant ce matin. Tu m'as dit, hein, c'est toi, pousse-moi Ouais, dans mes ouais. retranchements. Vas-y. Tu as mode de vie minimaliste, 80 objets, dont un micro et un casque. Mais par contre, tu parles souvent de business, d'investissement. Tu avais posté sur voilà, désir de mettre par rapport à ton lifestyle financièrement, de mettre de l'argent de côté, d'investir en immobilier, dans les crypto-monnaies, dans ces choses-là. Est-ce que c'est compatible avec le mode de vie minimaliste? Et comment toi, tu te positionnes par rapport à ça, justement? Alors moi j'ai pas investi dans l'immobilier justement parce que ça me générait trop de charge mentale, et c'est Ok, surtout pour ça que je suis minimaliste, c'est pour diminuer mes charges mentales. Moi ça je le vois comme c'est un un outil. très bon point.
Je le vois comme un outil pour réduire le stress. Je le vois comme un. Pour moi, être minimaliste, c'est pas, ça se résume pas au nombre d'objets que tu possèdes. C'est un mindset. C'est comment est-ce que tu peux faire plus avec moins. Comment est-ce que tu peux réduire tes contraintes, réduire tes charges mentales. Et pour gagner de la liberté, pour gagner de la bande passante, comment est-ce que tu peux réduire ton temps passé sur les réseaux sociaux, par exemple, pour passer plus de temps avec tes amis. Comment est-ce que tu peux réduire tes possessions pour avoir plus d'espace, tu vois, etc., etc. Donc pour moi, c'est complètement compatible. Moi, j'applique le minimalisme dans plein d'aspects de ma vie. Donc déjà dans mes possessions matérielles, mais pas que. Par exemple, si tu ouvres mon ordinateur, tout est hyper bien rangé. Il y a très très peu d'applications. Tout va à l'essentiel tout le temps, tu vois. Dans ma manière d'écrire, je vais pas épiloguer pendant 3 heures. Généralement, mes posts, c'est hyper, tu vois, incisif dans ce que j'écris. Et un peu dans tout ce que je fais. Et c'est même devenu un framework de prise de décision. C'est-à-dire, parfois, quand j'hésite entre deux décisions, je me dis, OK, c'est quoi la décision la plus minimaliste, tu vois. Par exemple, quand j'ai construit mon site web, à un moment donné, je dis, OK, je fais une page de vente hyper complexe ou pas, ou, bah non, en fait, vas-y, je vais faire un truc très, très simple, tu vois. Hyper, voilà, je m'appelle Ulysse, je fais ça, voilà, mes différents, voilà, YouTube, mes newsletters. Alors, une contradiction, je suis minimaliste, mais je publie du contenu sur YouTube, plus 5 réseaux sociaux, plus mon blog et ma newsletter, tu vois. Mais je reformate mon contenu, c'est-à-dire que je ne crée pas à chaque fois du contenu unique. Je vais écrire, par exemple, un post LinkedIn. Ça, je vais le republier sur Facebook. Derrière, je vais l'encapsuler dans un Twitter et je vais le transformer en un script qui va se transformer en vidéo TikTok, tu vois. Et ça peut être balancé derrière sur Instagram. Donc, c'est toujours un peu cette question de comment est-ce que tu peux optimiser tes process. Et pareil dans mon entreprise, du coup. Je me suis créé un business sur le modèle un peu de Company of One de Paul Jarvis. L'idée, c'est de maximiser ses profits en minimisant ses responsabilités. Je veux pas d'employés, je veux pas de stagiaires. Bon, là, j'ai fait une petite exception avec ma sœur, mais c'est plus, elle est venue avec moi pendant 4 mois voyager, mais c'est plus une excuse pour passer du temps ensemble et pour lui transmettre un peu ce que je sais sur la création de contenu, l'entrepreneuriat, la création d'une philosophie de vie. Mais voilà, tu vois, quand j'ai besoin d'une compétence, bah, j'engage un coach et j'apprends à le faire. Quand j'ai besoin d'aide, j'engage un freelance. Et je veux garder contrôle de 100% de mon business parce que pour moi, c'est important de ne pas me dire il y a des choses que je contrôle pas et je sais pas et du coup, je dépends d'autres personnes. Et pour moi, c'est hyper important de garder cette liberté-là. Et encore une fois, ça me correspond vraiment très spécifiquement. Et moi, je suis allé très loin dans le délire du minimalisme, si tu veux. C'est quoi quand tu dis aller très loin, justement? C'est quel step? Bah, c'est de l'appliquer à à toute ma vie, quoi. Ouais. C'est-à-dire à mes amis, à mon business, à comment je voyage, à où est-ce que je dors, tu vois, enfin, qu'est-ce que je possède. Moi, j'avais, comme tout le monde, beaucoup d'objets. J'ai été radical, tu vois. Généralement, les gens me disent, ouais, t'as pas un petit truc pour être un peu plus minimaliste? Je dis, bah tiens, il y a un jeu, si tu veux. Voilà, prends quelqu'un, un ami, un membre de ta famille, un collègue avec qui t'aimerais réduire un peu tes possessions matérielles pour faire un peu plus d'espace, faire du tri. Le premier jour, vous enlevez chacun, enfin, vous imaginez un enjeu, par exemple un week-end ou je sais pas quoi, tu vois, un petit voyage. Et le premier jour, vous enlevez chacun un objet de votre maison et donc de votre vie. Vous pouvez le vendre, le donner ou le jeter. Deuxième jour, vous enlevez deux objets. Troisième jour, 3 objets, etc. Alors, quand tu arrives au 15e jour, déjà, il faut faire 15 objets. Le 16e, 16 objets. En fait, l'idée, c'est de créer une inertie là-dedans. Et le premier qui craque invite l'autre, quoi. Sur le week-end. Et donc ça, c'est une manière de faire pour y aller progressivement. Moi, j'ai ouvert un sac, j'ai rempli avec mes vêtements préférés mon matériel vidéo, j'ai fermé le sac et j'ai balancé tout le reste. J'ai donné tout le reste. Est-ce que c'est une façon d'avancer vraiment Là, on va essayer de revenir, de recentrer l'épisode sur la quintessence de ce que tu fais et comment on peut progresser en tant qu'être humain. Et on vient c'est une première étape, justement. Est-ce que le minimalisme, c'est une première étape vers la libération de son esprit et d'avancer sur un Je- je- chemin En fait, je pense un pas que peu ce soit une plus... étape nécessaire. Moi, elle m'a fait du bien. Moi, je le vois comme un outil, en fait, tu vois. C'est comme si ça faisait partie de mes outils au quotidien pour prendre de meilleures décisions et pour réduire mes charges mentales et donc, selon moi, pour être plus libre. Donc moi, j'incite les gens à essayer. Ça veut pas dire que c'est le seul outil, il y en a peut-être d'autres. Moi, celui qui me correspond pas mal. Et j'aime bien, après le minimalisme, tu peux y mettre dedans, tout et n'importe quoi. C'est même un outil marketing pour vendre des objets, hein. Il y a des gens qui disent, achetez ce sac, c'est le sac minimaliste qui, tu vois. Donc, tu peux le prendre de plein de façons différentes.
Moi, ce que j'aime bien, le minimalisme, on rejoint un petit peu les arts martiaux, c'est dans la façon d'accomplir tes challenges physiques. Et là, parce que tu as le minimalisme, on se débarrasse de ce qu'on possède pour alléger sa charge mentale, mais dans la façon de faire physiquement, quand tu as des challenges comme plonger dans l'eau ou faire le deep diving, enfin la plongée sous-marine, etc. Est-ce que tu retrouves ce minimalisme au niveau physique, au niveau des gestes que tu dois faire, te recentrer, tu vois, cette notion-là Bah, ça dépend de ce que tu fais, mais tu vois, le minimalisme, alors, c'est pas seulement la possession, c'est aussi voilà, l'économiser ses gestes, ne faire que le nécessaire pour faire atteindre l'excellence dans l'exécution. ouais, bah, je vais faire un parallèle. Tu parlais d'arts martiaux, je fais un parallèle avec la philosophie de Bruce Lee, le Jeet Kune Do. Moi, c'est une philosophie qui m'accompagne un peu au quotidien. J'adore Bruce Lee, je suis un grand fan. Et, euh, et en fait, si tu reprends l'histoire de Bruce Lee, lui, il a testé plein d'arts martiaux différents. Et de manière un peu hautaine, il a dit je prends ce qui est bien là, je prends ce qui est bien là, je prends ce qui est bien là, le reste c'est de la merde. Et on va faire l'art martial ultime qui n'aura pas de règles. Et la seule règle, c'est n'ayez aucune règle pour règle et n'ayez aucune limite pour limite. Et on va appeler ça le Jeet Kune Do. Et personne ne peut enseigner ni apprendre le Jeet Kune Do. C'est juste, on peut t'aider à explorer toi-même, tu vois, et à comprendre. Et le mantra du Jeet Kune Do, c'est absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre, tu vois. Et ça, c'est mon mantra qui m'accompagne au quotidien. Moi, j'adore cette idée-là. Dans tous mes challenges, c'est toujours ça. Je vais prendre à droite, à gauche des petits trucs de blog, un mec qui a fait ça sur YouTube. Ok, je vais apprendre ça de lui. Ok, je vais rencontrer telle personne, il va m'apprendre ça. Et après, je vais faire mon truc à ma sauce. Et c'est ça, cette idée de absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, ajoute ce qui t'est propre. Ça crée ton univers, tu vois. Et Bruce Lee, pour moi, c'est l'un des fondateurs du minimalisme, pardon, dans sa philosophie de vie. Quand tu regardes le Jeet Kune Do, l'idée, c'est toujours d'aller à l'essentiel, c'est toujours de trouver le coup le plus efficace, tu vois. C'est d'enlever tout ce qui est futile, c'est d'être ultra dans l'instant présent, c'est d'être dans le flow. Tu sais, t'as la fameuse phrase "Be water, my friend", tu vois. Il dit, je sais plus ce que c'est, il dit, ah, tu te souviens comment ça commence ou pas? Euh, Bah, je te laisse ramer là. This is what it is. Ah. Ah oui, c'est ça. Il dit be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a teapot, it becomes the teapot. You put water into a bottle, it becomes the water, the bottle. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Et ça, il assimile dans sa manière de combattre, tu vois. C'est-à-dire d'être complètement ancré dans l'instant présent, enlever tout ce qui est superflu et d'être que dans la réaction. D'ailleurs, Jeet Kune Do, ça veut dire la voie du point qui intercepte, tu vois. C'est d'être dans la réaction, dans l'anticipation et dans la contre-attaque. Être dans Donc voilà. l'instant présent, les arts martiaux, être dans l'instant présent, rentrer dans le flow, tu l'as dit, Ouais. rentrer en synchronisation, en vibration avec soi-même et avec l'univers. Parce que, et du coup, ça me fait une transition vers la respiration. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, du coup, par rapport à cette expérience que tu as vécue de plongée sous-marine à Ouais. moins 30 mètres en apnée? Qu'est-ce que la respiration apporte justement au quotidien? Il y a eu plusieurs étapes. La première, c'est que j'ai découvert l'apnée statique avec Sylvain Thion en France. Donc j'avais fait un challenge apnée, tenir 3 minutes en apnée. D'ailleurs, tout le monde est capable de tenir entre 2 et 3 minutes en apnée après une séance. Et j'ai fait le test plein de fois. J'ai fait des initiations d'apnée depuis à plein d'amis et ils sont tous capables de tenir entre 2 et 3 minutes. Donc c'est la preuve qu'on se met souvent des barrières mentales. C'est juste qu'il faut comprendre la théorie qu'il y a derrière et comprendre qu'on n'est jamais, qu'on est rarement en manque d'oxygène, mais surtout en panique liée au surplus de CO2. Après, moi, j'ai poussé à 4 minutes l'apnée statique pour un challenge. Après, j'ai fait du yoga tous les jours pendant un mois avec cette idée aussi d'essayer de trouver le flow, d'être en rythme avec ma respiration, etc. Donc ça m'a amené un peu ça m'a fait un peu avancer dans cette dynamique-là. Et après, j'ai découvert le freediving, donc la plongée en apnée. Pour moi, c'est le sport ultime pour apprendre à se connaître, pour être dans l'instant présent, pour être ancré. T'es 100% focalisé sur tes sensations. Tu peux pas aller là où tu peux pas aller, dans le sens où si t'es pas relâché, si t'es pas relaxé, tes oreilles vont pas passer. Et si tes oreilles passent à 10 mètres, ça veut pas dire qu'elles vont passer à 20 mètres, tu vois. Ça veut pas dire qu'elles vont passer à 30 mètres parce que la pression, elle augmente. Et tu vas passer par différents stades physiologiques de ton corps. Il va falloir que tu apprennes à t'écouter. Tu vas jamais là où tu dois pas aller parce que tu as une limite et tu annonces ta profondeur en amont. Ça veut dire que si tu vas à 30 mètres, tu vas pas annoncer une profondeur de 40 mètres. Tu vas y aller petit à petit, si tu veux. Et donc, petit à petit, tu repousses tes limites doucement, lentement. T'apprends à respirer, t'apprends à te relâcher. Si tu veux, la panique, c'est l'ennemi de l'apnéisme. Quand t'es à 30 mètres, t'es tout seul sous l'eau. T'as une pression de ouf. Et si tu te mets à paniquer, tu crames de l'oxygène, autant tu remontes pas, tu vois.
Donc au contraire, quand ça commence quand tu te sens pas bien, c'est le moment de te dire, en fait, vas-y, je fais le mort, tu vois. C'est hyper contre-intuitif. Et ça, c'est incroyable pour apprendre à gérer son stress, pour apprendre à être dans l'instant présent, pour apprendre à être en pleine conscience. Tu vois, j'ai fait pas mal de méditation en pleine conscience quand je faisais du freediving. C'est fabuleux. Moi, je suis un mec qui est un peu philo-cognitif, c'est-à-dire que j'ai toujours des pensées. Enfin, je pense à un milliard de trucs. Je suis jamais. Enfin, je suis tout le temps dans la lune. Quand les gens me parlent, parfois, je suis déjà dans mes pensées et tout ça. En freediving, tu peux pas quand t'es dans l'eau. Tu peux pas Mhm. penser au boulot quand t'es à 30 mètres sous l'eau, si tu veux. T'es juste en mode, ok, il faut que je me relâche. Ok, là, il faut que mon prochain mouvement, ça va être ça. Tac, ensuite, il va falloir que je palme, que je regarde bien droit devant moi. Où est-ce que j'en suis? Ça Tu permet vois? de structurer, de rester concentré, etc. Mais je pense que ça, c'est une autre des barrières mentales. Les gens ont peur de ce qu'ils sont et de se retrouver donc seuls et face à eux-mêmes. Et du coup, sans aller faire forcément de la plongée en apnée, qu'est-ce que tu Ouais. conseillerais aux gens déjà d'un niveau respiratoire ou même de pratique au quotidien pour essayer de s'accepter soi-même et de dépasser cette barrière, cette barrière-là? Alors ça, c'est marrant. C'est une peur que j'ai pas beaucoup explorée, la peur de soi. Donc j'ai pas beaucoup de réponses là-dessus. Après sur l'aspect respiration, essayer de se dépasser et se prouver qu'on est capable de plus, l'apnée statique typiquement c'est un super exemple parce que tout le monde peut faire une initiation d'apnée statique pas loin, tu vois à côté, vous trouvez un centre, vous trouvez quelqu'un qui sait faire, il va vous expliquer la théorie. Vous pouvez essayer à l'air libre sans forcément vous mettre la tête dans l'eau et prendre des risques et vous allez découvrir que vous êtes capable de faire des trucs de ouf. Et ça, d'un coup, déjà, tu prends un boost de confiance en toi qui est incroyable. Toutes les peurs, elles sont liées au manque de confiance en soi, hein. C'est vraiment l'élément central qui relie toutes les peurs. Et voilà, si tu prends par exemple la peur de manquer d'argent, c'est le manque de confiance en ta capacité à générer de la valeur et à la capter, tu vois. Si tu D'accord. prends la peur de manquer de compétences, c'est le manque de confiance en ta capacité d'apprentissage. Si tu prends le jugement des autres, c'est le manque de confiance en l'image que tu renvoies. Si tu prends la peur de se planter, c'est le manque de confiance en ta capacité de réussir, etc. Donc c'est toujours lié à ça. On Donc en l'idée, revient c'est comment toujours tu à ça. Ouais. reconstruis de la confiance en toi, tu vois. Et ça, tu peux le faire de plein de façons. Donc moi, j'aime bien l'apnée parce que à chaque fois que j'ai fait une initiation d'apnée aux gens, ils hallucinent. Je leur dis, d'après toi, t'as fait combien? Je sais pas, 1 minute 30. Je leur monte un chrono avec 2 minutes 30 et ils sont là. What the fuck? Ils diraient qu'ils envoient un message à leur Mmh. copine ou à leur maman en mode, maman, je tire 2 minutes 30 en apnée. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Mmh. Forcément, tu gonfles les épaules quand tu fais ça, tu vois, et tu te sens mieux, et tu te sens, enfin, tu te dis, putain, je suis fort, tu vois. Et ça construit de la confiance en soi. Ça commence par quoi alors, reprendre confiance en soi, justement? C'est quoi la première étape? Ben, moi, j'ai essayé de protocoliser un peu sur comment est-ce que tu peux dépasser ces différentes peurs, tu vois. Donc, pour moi, gagner en confiance en soi, c'est d'aller se frotter à des peurs que tu as et arriver à les dépasser, tu vois. Si ça t'y arrive, tu vas te lever le lendemain matin en te sentant plus balèze, tu vois. Donc ça, tu peux le faire de quatre, enfin, pour moi, il y a 4 étapes. T'imagines une peur que tu as. La première étape, c'est d'identifier, de comprendre d'où elle vient. Alors souvent, elle va venir soit d'un trauma, soit de tes parents, soit de l'école, soit de tes amis, etc. Ensuite, c'est de la rationaliser. Ensuite, c'est de t'exposer. Et enfin, de la dépasser. Euh, Par exemple, apprendre à apprendre, c'est une réponse à la peur de manquer de compétences qui va drastiquement augmenter ta confiance en toi. Moi, maintenant, je sais que je peux, dès qu'on m'invite pour faire un nouveau sport ou quoi, tu vois, j'avais jamais surfé, j'avais jamais fait de trucs, et j'y arrive beaucoup plus facilement qu'avant parce que j'ai des frameworks d'apprentissage qui sont hyper efficaces et je peux rentrer très facilement dans n'importe quelle compétence maintenant. Parce que j'ai gagné confiance en moi, parce que j'ai appris à apprendre. Donc la première étape, c'est de me dire, ok, pourquoi est-ce que je suis nul en apprentissage, tu vois, identifier, rationaliser, bah ok, je vais apprendre à apprendre, exposer, je vais apprendre pour de vrai, je vais y aller, tu vois, je vais apprendre un instrument de musique, je vais apprendre à faire ci, je vais apprendre à faire ça, je vais apprendre à chanter, je vais apprendre à danser, etc. Et ensuite, dépasser, tu dis, bah, je me pissais dessus pour aller danser en boîte, tu vois, avant, et bah là, je suis allé à un cours de bachata, un cours de salsa, et j'ai trop kiffé, tu vois. Et bah là, Est-ce tu que reprends c'est confiance en toi de pas ouf. OK, mais parfois, tu sais, il y a des peurs que tu maîtrises pas, qui sont opérationnelles et d'aller de sauter dans l'eau, pour imager. Toi, la peur de nager, de sauter dans l'eau et de dire: «Bon, bah, vas-y, tu Bon. vas nager». Ça peut faire plus de mal que de bien. Je suis pas du tout calé en psychologie, mais tu vois, de dire aux gens: «Ah bah, tu peur, il faut y aller, dépasse ta peur». Il faut y aller progressivement. Je vais te donner un exemple qui est Mmh, hyper bien. Attends, je vais recharger mon ordi. Et après, je te donne un super exemple. vas-y. Hop. J'ai décidé de vous raconter une blague pour meubler. Qu'est-ce qu'un hippopotame qui fait du camping? C'est votre question?
Bien, je ne sais pas. Un hippocampe. C'est bien trouvé. Voilà, c'est l'instant 1er avril. Et Ah oui, c'est vrai. je ne, comment dire? Ah oui, d'ailleurs, bon, on n'en parle pas, on a dit. Non, non, Mais je dis aux gens qui disent aux gens de ne pas poster des blagues parce que c'est le 1er avril et que ce sont des gens pas marrants et que oui, faites-vous plaisir, postez des blagues, on a bien envie de rigoler en ce moment. Voilà. Ok, je sais plus du tout où on en était. Il y a une sacrée coupure dans notre discussion. On parlait de barrière mentale. Ah oui, tu t'allais m'expliquer, tu allais me donner un exemple. Quand on dit aux gens, voilà, oui, t'as peur d'aller nager, on dit surtout, non, va pas, saute pas dans l'eau pour nager, ce sera pire que le remède sera pire que le mal. exactement. Qu'est-ce que tu voulais me donner un exemple par rapport à ça? Donc toujours pareil, identifier, rationaliser, exposer, dépasser. J'ai organisé un co-living sur le freediving. Donc moi, j'en avais déjà fait pour un challenge. Et j'ai loué une grande villa à Tenerife et j'ai invité 10 amis entrepreneurs. Dont par exemple Yes, Thibault Louis, c'était on en d'accord. parlait. Ok, ouais. Quand Thibault m'a dit c'est mort, genre jamais je vais dans l'eau, j'ai dit comment tu vas inspirer les gens à se lancer si t'es pas foutu de mettre ta tête dans l'eau et d'y aller. Et il m'a dit ok, j'arrive, tu vois. Bon, Thibault, il avait juste une fausse excuse, tu vois. Et il s'y est mis, il allait à 20 mètres et il était ravi comme jamais, tu vois. Par contre, dans le groupe, il y avait Julia. Julia, elle avait la phobie de l'eau. Mais une vraie phobie. C'est pas genre une petite phobie, c'est du genre t'as peur qu'il y a un requin dans ta baignoire, tu vois. C'était une vraie grosse phobie. Je l'avais vu en live, on est allé dans la mer et tout, et c'était panique à bord, quoi. C'était Ouais. abusé. Et je lui ai dit, vas-y, tu vas faire du freediving, tu vois. Le genre de truc qu'il faut surtout pas faire à quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui est phobique, va plonger en apnée dans l'eau. Là, crise cardiaque assurée, tu vois. Donc, ce qu'on a fait, c'est que Stéphane Toureau, vice-champion du monde de freediving, l'a prise une matinée et lui a fait une initiation hyper douce. C'est-à-dire qu'au début, ils sont allés dans l'eau où elle avait pied. Elle a commencé à faire des petits exercices de respiration. D'abord sur le dos, ensuite sur le côté, tu vois. Ensuite, des petites apnées statiques. Juste mettre la tête dans l'eau, la relever. Ensuite, commencer à faire 1 minute d'apnée dans l'eau. Hop là. Hyper progressif. Vraiment très, très, très progressif. J'avais jamais vu quelqu'un qui avait aussi peur de l'eau que Julia, tu vois. Elle sort de là. Après 2 heures dans l'eau, elle était déjà allée à 3 mètres, tu vois. Elle avait fait son premier truc, elle avait attrapé la corde, elle avait descendu un peu, elle avait égalisé les oreilles, elle restait là à 3 mètres, un peu paniquée, elle ressortait. Et là, elle était en mode waouh, genre, je suis allé à 3 mètres, tu vois. C'était ouf pour elle, c'était incroyable. Et ça a été la première étape. Ensuite, on a refait du freediving. Ça a été un peu laborieux au début. Elle s'est habituée petit à petit, toujours progressivement. Et après, elle allait à, je sais pas, 10-15 mètres en apnée sans souci. 10-15, genre 15 mètres en apnée, sous l'eau, à une pression importante, tu vois, entre 2 et 3 bars, sachant qu'elle avait peur des requins dans son bain à la base, quoi. Ouais, Donc, c'est fou. tu vois le passage. Je pense qu'il faut juste y aller progressivement et évidemment. En fait, c'est toujours cette question de zone de confort. Tu vois, moi j'en ai trop marre des gens qui disent sortez de vos zones de confort. Surtout que ça, c'est un message qu'on me calque beaucoup par rapport à ce que je fais. Tu vois, les Ulysse, il nous inspire à sortir de notre zone de confort. Non, pas du tout. Moi, je veux inspirer les gens à élargir leur zone de confort. C'est pas la même chose. Si tu sors de ta zone de confort, tu vas là où t'as rien à faire. Tu vas juste pas kiffer, tu vas pas apprécier ton moment, tu vas du coup dire c'est pas fait pour moi et tu vas te barrer. L'idée, c'est d'aller toujours à la limite, ce qu'on appelle la learning zone. T'imagines un peu, ta zone de confort, c'est un cercle. Ce cercle-là, t'as un deuxième cercle un peu plus grand autour, qui est cette zone d'apprentissage, tu vois. Et c'est là où il faut aller. Et plus tu vas passer dans cette zone d'apprentissage, et plus elle va grandir. Et du coup, tu vas élargir ta zone de confort et tu seras de plus en plus à l'aise dans un maximum d'environnement. Et ben, c'est ce qui s'est passé pour Julia avec sa phobie de l'eau. Et c'est ce qui se passe après. Enfin, moi, je le fais dans tous mes challenges, tu vois. Ok. Et on en revient toujours à la respiration, en fait, finalement, pour apprendre à revenir un peu en cadence avec soi et la Ouais, méditation. carrément. Mais Ouais. la respiration, en fait, ça fait partie des basiques qu'on sait pas faire. Tu vois, à l'école, on t'apprend les maths, la chimie, on t'apprend pas à respirer ni à manger, tu vois. C'est fou quand même. Oui, non, mais oui. Ouais. C'est vrai que ça, on a le vivre ensemble, l'écoute active, la respiration, la méditation, c'est des choses Ouais. qu'on devrait introduire. Maintenant, je veux dire, on est quand même en 2022, on sait que c'est des choses hyper importantes et on devrait introduire ça. On devrait introduire ça dans les écoles, ouais, c'est clair. Je suis 100% d'accord.
Et on devrait avoir Mm. un cours qui s'appelle apprendre à apprendre dès le primaire, tu vois. Apprendre à Pour apprendre à apprendre. créer des images mentales, pour apprendre à construire des systèmes des frameworks d'apprentissage, pour apprendre à être performant dans un sport, parce que ça s'improvise pas, tu vois. Tu nous en as parlé, c'est quoi les étapes alors du apprendre à apprendre en Il y en a plein, c'est un quelques... sujet qui est hyper vaste pour le coup. C'est vrai. C'est un sujet qui est hyper On vaste, peut mais on peut prendre des exemples. Par exemple, sur les décimales de pi, je t'avais dit, donc c'était table de rappel, PAO, etc. Donc ça, c'est des outils mentaux qui permettent de mémoriser de grandes quantités d'informations. Mais ça s'adapte pas forcément à tout. L'idée, c'est enfin, par exemple, si je prends l'exemple, moi j'ai fait un challenge qui s'appelle, c'est peut-être le challenge le plus ambitieux que j'ai relevé, c'était le one arm handstand. Donc c'est faire des arbres droits sur une seule main. Donc tu imagines un arbre droit, un Ouais. poirier, tu vois, Ok. voilà, sans mur, hein, évidemment. Bon, et ben là, tu as deux mains, c'est déjà particulièrement difficile à tenir. Et ben tu fais ça sur une seule main, c'est-à-dire que tu peux plus tomber devant ou derrière, tu peux tomber à 360 degrés et tu plus que la moitié de la surface pour tenir en équilibre. C'est peut-être 100 fois plus difficile qu'un D'accord. handstand traditionnel. Mon premier handstand de 10 secondes, j'ai mis peut-être 4 jours pour le faire, mais il était nul, il est très mauvaise forme, etc. Ensuite, j'ai mis plusieurs mois pour atteindre une minute. Et après, j'ai mis un an à peu près pour réussir mon premier one arm handstand de plus de 5 secondes, donc de manière constante, tu vois. Si je m'étais dit, OK, tous les jours, je vais m'entraîner au one arm handstand, j'aurais peut-être mis 10 ans à le faire, tu vois. C'est tellement Ouais. dur. C'est des trucs que Mm. les gens au cirque font quand ils s'entraînent des heures par jour, enfin, ils mettent plusieurs années à y arriver, tu vois. Donc, j'ai décomposé ça selon un de mes frameworks d'apprentissage. C'est un des chapitres de ma conférence. Ce framework-là, je l'ai appelé CD modé. C'est un petit clin d'œil pour dire que les méthodes traditionnelles sont démodées. Donc, c'est CD majuscule, un petit M de liaison et OD majuscule. Le premier C, c'est pour cibler. Quel est ton objectif? Pourquoi est-ce que tu vas apprendre ce que tu vas apprendre? Pourquoi est-ce que tu vas apprendre la guitare? Pourquoi est-ce que tu vas apprendre l'espagnol? C'est quoi ton objectif avec l'espagnol? Est-ce que c'est de donner une conférence en espagnol ou est-ce que c'est d'être capable de te présenter ou d'aller faire un date Tinder en espagnol, tu vois? C'est quoi ton objectif? Cibler. Moi, mon objectif, c'était de tenir 5 secondes en one arm handstand. Objectif hyper ambitieux. Donc, déconstruire. Comment est-ce qu'on atteint ça? Moi, le One Arm Handstand, je l'ai déconstruit en 20 milestones différents, donc 20 sous-objectifs. Un des objectifs, c'était tenir une minute en handstand. Un autre objectif, c'était d'apprendre à faire le grand écart pendant que je faisais un handstand. Un autre objectif, c'est d'apprendre à changer de forme avec mes jambes pour ne plus focaliser sur mes bras tellement je suis à l'aise, mais pour pouvoir commencer à balancer ma perception, ma proprioception sur d'autres aspects de mon corps, tu vois. Un autre objectif, ça a été, par exemple, le numéro 18, c'était de tenir 15 secondes sur un bras et et sur le bout des doigts de la deuxième main. Le numéro 19, c'est de tenir 15 secondes sur un bras et un seul doigt sur la deuxième. Et le numéro 20, c'était de tenir 5 secondes sur un seul bras. En fait, dès que tu lâches le petit doigt, ton corps, il twist instantanément. Donc, c'est beaucoup plus dur. Donc ça, tu vois, je l'ai décomposé. Donc, déconstruire. Donc, j'avais 20 sous-objectifs à atteindre. Pour chaque sous-objectif, j'ai orchestré. Donc, on se souvient, c'est démodé. Donc, c'est ciblé, déconstruire, O, orchestré. Pour chaque sous-objectif, j'avais un programme d'entraînement. Je savais la fréquence à laquelle il fallait que je m'entraîne, je savais le rythme, je savais tous les sets, qu'est-ce que je devais faire. Quand je me pointais le matin, je savais exactement tout ce que je devais faire, tu vois. Dans quel ordre pour atteindre mon objectif. À chaque fois que j'atteignais mon objectif, j'avais un coach en ligne, je lui envoyais la vidéo, il me disait « Ok, c'est validé, tu passes au programme d'après ». Et je construisais avec lui mon programme suivant. Donc au total, j'ai suivi 20 programmes d'entraînement pour être capable de faire ça. Et la dernière, c'est là où on rejoint la philosophie de Bruce Lee, ajoute ce qui t'est propre, parce que là, ce que j'ai dit, t'as plein d'autres frameworks d'apprentissage qui reprennent ça. Moi, mon dernier dé, c'est documenter. C'est comme ça, c'est parce que c'est identitaire chez moi, le fait de documenter, le fait d'écrire, etc. Et c'est comme ça que j'apprends. C'est comme ça que aussi je transmets. Et le fait de réécrire et de faire du montage vidéo et de me filmer, ça fait que j'assimile parce que je revois, je répète, etc. Tout ce que je vois. Et la phase de documentation est hyper importante dans ma phase d'apprentissage. Donc moi, par exemple, dans la documentation sur les One Arm Handstand, je filmais toutes mes séances. Toutes mes séances. Donc à chaque fois, je regardais et ça me faisait des vidéos que je pouvais envoyer à mon coach sur lesquelles il pouvait me dire « Ok, bah là, tu t'as raté parce que ça, tu vois. Ou là, il faut que tu fasses attention plutôt à ça. » Ensuite, j'ai filmé, j'ai fait toute une vidéo sur toute la progression. Ensuite, j'ai écrit un article. Ensuite, tu vois, etc., 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 etc. Donc ça, c'est un de mes frameworks d'apprentissage sur les capacités physiques. C'est démodé, tu peux l'utiliser pour plein d'autres choses, tu vois. Voilà. Ok.
Bah écoute, Petite super. parenthèse sur apprendre à apprendre. Mais c'est un sujet Bah qui est non, beaucoup plus bah vaste c'est que pas ça, une tu vois. parenthèse, ça, puisque ça aide à dépasser les barrières mentales. Donc, euh, toutes les bonnes choses ont une fin, mais j'avais quand même encore une question ou deux. La peur de réussir, c'est une vraie peur. Est-ce que c'est un frein? Moi, Ouais, je sais honnêtement, pas. je pense que c'est si tu as été éduqué dans des barrières où on t'a mis dans des cases limitantes et que Mhm. tu changes et que tu commences à toucher du doigt la capacité de réussir, ça peut te bloquer et t'empêcher de continuer. Tu vois, parce que tu vas t'enfermer dans cette image d'échec dans laquelle on a toujours voulu te mettre. Est-ce que toi, tu penses que c'est une vraie peur? Bah, moi, je l'ai pas identifié dans les quatre grandes peurs, tu sais, dont je te parlais tout à l'heure. Manquer d'argent, jugement des autres, manquer de Mm. compétences et peur de se planter. Ça, parce que ce sont des peurs que j'ai vues chez tout le monde. Et moi, la peur de réussir, je l'ai jamais touché du doigt. Alors que les quatre autres peurs, je les ai toutes eues, si tu veux. Et je les ai encore parfois, d'ailleurs. Euh, la peur de réussir, moi, j'ai jamais eu peur de réussir. Au contraire, j'avais toujours envie d'être j'ai toujours envie de gagner. J'ai toujours été très mauvais perdant. J'étais insupportable quand j'étais petit au tennis, tu vois. Je pétais des raquettes de tennis si je ratais un point. Enfin bref. Mais j'étais beaucoup moins calme qu'aujourd'hui. Et, euh, et si tu veux, je sais pas. J'ai pas la réponse à ta question parce que c'est pas quelque chose que moi j'ai expérimenté. C'est pas encore quelque chose que j'ai creusé, tu vois. Ça vaut grave le coup par contre d'aller poser la question à des abonnés, essayer de Moi, je pense comprendre que ce ça sujet-là. faudrait. Ouais, et j'aimerais bien, enfin, toi qui as un peu plus de connexion, poser la question à des sportifs de haut niveau aussi. Tu vois, plus ils vont se rapprocher de l'échéance et on va leur dire qu'ils peuvent gagner, qu'ils ont le niveau, etc. Je pense qu'il y en a certains qui craquent psychologiquement à ce moment-là. Ouais. Euh, Est-ce que c'est par Tu peur vois, de réussir ou c'est parce que la pression est trop grande et enfin je sais pas. ouais, je sais pas, je saurais pas dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est Peut-être une que, peur. ouais, ouais, moi, c'est marrant parce que je fais une aparté, mais tu vois, je passe des grades ou je vais à des compétitions, j'ai eu longtemps cette incapacité de gagner, tu vois. Ok. Pour moi, perdre, c'était normal. Et je comprenais pas, en fait. Je jouais avec des amis, je perdais, c'était normal. C'est pas grave, le but, c'est de jouer. Je cherchais jamais à gagner, en fait. C'était pas l'objectif. Parce que c'était inscrit en moi que de toute façon, j'allais perdre. Tu vois, c'est marrant. Et quand Mais c'est une question j'allais passer. d'éducation, non? Oui, je pense. Et quand quand je passais des grades alors que tu as le niveau technique, puisque tu vas le passer, tu sais que tu vas à la limite. Mais tu vois, il y avait beaucoup de stress et tout. Et j'ai fait une séance avec un coach. C'était pour la prise de parole en public, donc ça n'avait rien à voir. Et je lui ai dit, bah voilà, quand je vais prendre la parole en public, il y a du stress qui arrive, ou quand je vais passer un grade, il y a du stress qui arrive et tout. Et elle me dit, bah ferme les yeux, on va faire un truc. Et à ce moment-là, j'ai revisualisé quand j'étais petit à 6 ans. Je voulais faire du foot. Et mon père m'avait emmené à l'époque au centre de formation du Havre, au HAC, en me disant bah vas-y, tu vas t'inscrire. J'étais arrivé habillé, très mal habillé, et je voyais tous les gamins en survêt avec leur sac de sport, tout, tu vois. Et je suis parti en courant. Je suis rentré à la maison en courant en fait. Ok. Et c'est cette image-là qui m'est revenue à ce moment-là avec la coach. Et je me suis dit, et c'était pas ça le plus important, c'est que je me suis dit derrière, toi, au lieu de me prendre par la main et de me dire, ok, vas-y, on va passer cette étape-là ensemble, tu vas y aller. En fait, on est rentré, c'était comme normal, et c'était normal d'abandonner. Et d'ailleurs, après, on en a rigolé pendant des années et des années et des années. Toi, ah, tu te rappelles quand tu t'es enfui, tu te rappelles, etc. Tu te rappelles quand tu t'es enfui, quand t'as pas réussi. Et je pense que moi, toi, j'avais cette barrière-là, cet événement-là, et le fait de le visualiser et de le casser, et après de me reprojeter sur les événements de réussite, parce qu'en fait, finalement, il y avait du stress dans le passage des grades, etc. Mais je les avais quand même passés, j'avais quand même réussi, j'avais obtenu Mhm. des diplômes, de me recontextualiser, de me revisualiser sur les succès et d'éliminer cette barrière-là, de me remémorer cet événement-là. Aujourd'hui, je sens qu'il y a des choses qui ont disparu et je m'autorise à gagner. Tu vois, et maintenant, depuis un an ou deux maintenant, quand je vais en compétition, etc., bah, je gagne des combats et je monte sur des Dans podiums quel sport? en kendo. Ok. Et tu vois, Eh ben, sans ce travail-là, sans cette prise de recul-là, je pense que j'aurais pas passé ce cap-là. Voilà, ouais, je pense que parenthèse. t'as pas été éduqué à gagner, tout simplement. Exactement. Tu sais, on me dit souvent, l'important c'est pas de gagner, c'est de participer. Bullshit. Moi, je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. L'important, c'est de participer avec la volonté de gagner. C'est pas grave si tu gagnes pas, mais c'est de gagner quand même, tu vois.
Enfin, je sais pas, moi, moi, j'ai un mindset comme ça depuis que je suis tout petit, mais je pense que c'est une question d'éducation. Si on t'apprend à perdre ou si on t'apprend à gagner, bah, tu auras un état d'esprit de winner ou un état d'esprit de loser, quoi. Et, euh, et quand tu commences à prendre du recul et que tu te dis, OK, je suis capable ou je vais commencer à parler en public, etc., tu switches forcément dans un état d'esprit de winner parce que tu peux pas aller taper une conférence en te pensant être un loser, tu vois. Donc, tu es obligé d'être dans un mindset de ultra positif sur toi, de perception de qui tu es. Et du coup, Ouais, je ça, à mon préfère, avis, c'est ce qui peut débloquer plein de choses, quoi. ouais, je préfère quand tu dis d'être positif sur soi et de se dire qu'on peut accomplir plein de choses plutôt que dans les termes de winner, loser. Tu vois, dans un objectif de bien-être et de bonheur, je suis pas sûr que ce soit une terminologie qui apporte grand-chose, mais voilà, de croire en soi et de se projeter sur du positif et comment dire, que ce que tu fais avec tes challenges, en fait, de capitaliser sur chaque succès pour aller atteindre une étape suivante Mm. dans ta quête personnelle. Ouais, carrément. Et de célébrer aussi. Ça, c'est Et de typiquement un des célé- soucis Ah ouais, ouais. des mecs un peu, tu vois, type achiever comme moi, tu vois, ou des mecs comme Tim Ferriss, tu vois, qui enchaînent sans arrêt plein de trucs. Moi, au début de mes 100 challenges, j'enchaînais tous les challenges et je prenais pas le temps de les célébrer. Et un jour, j'ai rencontré un coach au freediving, justement, en Turquie, qui m'a dit ça, c'est votre problème, vous, les mecs qui veulent faire enchaîner tous les trucs comme ça, vous prenez pas le temps. Et il m'a dit celebration feeds imagination, tu vois. Donc, prends le temps de kiffer ta réussite, de dire putain, là, je viens de faire un truc stylé, tu vois. Et ben, c'est cool et je suis content et je l'assume et je suis prêt à le dire et je m'en fous de ce que pensent les autres, je suis fier de moi, tu vois. Et ça nourrit de ouf l'imagination et tout ce que tu es capable de faire ensuite, tu vois. J'adore cette phrase. J'avais quand même la dernière question à te poser. Ouais. C'est quoi ton plus gros échec jusqu'à présent? On voit toujours le côté la réussite quand tu nous montres tes vidéos. Tout s'est bien passé ou pas d'ailleurs. Je vais pas tout regarder encore une fois. Mais toi, c'est quoi aujourd'hui ton plus gros échec? Et Moi, par rapport à tout ça. ouais, c'est évident, je pense que c'est ma startup. Ouais, en fait, après mes études, j'ai monté une startup pendant 2 ans et demi. J'ai passé 2 ans et demi à faire tout ce qu'il fallait pas. Parce que j'étais né entrepreneur, donc en fait, j'apprenais en cours de route. J'ai tout fait à l'envers. Mais j'avais quand même levé des fonds, j'avais une équipe et quand j'ai dû liquider la boîte et licencier tout le monde, je peux te dire que je l'ai vécu comme un sacré gros échec. Et j'ai mis un petit peu de temps à me remettre, j'étais un peu déprimé, etc. Et c'est à travers l'écriture que je m'en suis sorti d'ailleurs en écrivant un article qui s'appelait On s'est bien planté où j'ai raconté toute mon aventure, tout ce que j'avais mal fait, etc. Et l'article a été vu genre 500 000 fois et du coup ça, ça a relancé plein d'autres trucs où derrière d'autres gens, enfin tu vois, un peu genre de la loi de l'attraction quoi. C'était ouf. Mais, mais sur le coup, ouais, je l'ai hyper mal vécu et mon associé aussi. Et ça, c'était un vrai gros échec, tu vois. Et, euh, et après, Et dans les... grosse période d'introspection. C'est ce qui m'a amené derrière à l'introspection pour me dire, OK, comment est-ce que maintenant je peux me construire une vie avec de meilleures raisons parce que j'avais entrepris pour beaucoup de mauvaises raisons, tu vois, pour une question de statut, d'argent, d'employé, de pouvoir, d'influence, etc. Et je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux faire un projet qui vient de l'intérieur, tu vois, maintenant, pas pour des raisons extérieures. Donc apprendre à se D'accord. connaître, repousser ses limites, dépasser ses barrières mentales, tout ça, c'est les raisons pour lesquelles je fais ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire parce qu'effectivement, des fois, on se tourne vers la création de quelque chose pour prouver des choses aux autres. Et finalement, ça ne rend pas plus heureux, quoi. Mm. Complètement. Enfin, ouais. Moi, je l'ai vécu à fond et aujourd'hui, je suis très content d'avoir changé enfin, d'avoir de meilleures raisons pour entreprendre. Et du coup, c'est pour ça que je suis beaucoup plus motivé, je suis beaucoup plus dans la longueur aussi. Et c'est pour ça que j'arrive à enchaîner les challenges. Tu vois, il y a des gens qui disent, mais tu t'es pas fatigué ou quoi? Je dis, mais en fait, non, j'ai une bonne raison pour le faire. Donc ça change tout, quoi. Ça marche. Voilà, bah on arrive à ce terme de l'épisode. Moi, je retiens ta phrase Celebration Fidge Imagination et je te laisse. Tu as 1 minute si tu veux faire une promo de quelque chose ou parler d'un projet qui te tient à cœur. Voilà, c'est ta minute à toi. Même si on t'a entendu Bah, parler pendant une heure et quart. non, mais si vous voulez, je vends un petit programme de 40 jours pour apprendre à se connaître. Et ça s'appelle l'atelier d'introspection, c'est sur mon site, donc ulyslubin.com. Et dessus, c'est pas une formation avec des vidéos de moi face cam qui va expliquer les secrets du bonheur. Pas du tout. À chaque fois, c'est comme un sorte de petit calendrier de l'avant où dedans, on va ouvrir Donc il y a 40 cases pour chaque journée et il y a 40 exercices. Et dedans, on va ouvrir des ressources à explorer, des citations à méditer et surtout des questions à se poser. Donc c'est que du texte. Ça vient avec un carnet de l'introspection
dans lequel il y a toutes les questions qui sont reprises et dans lequel on peut rassembler toutes ces réflexions. Et l'idée, c'est de bosser sur soi, en fait. C'est voilà, ce sorte de parcours un peu logique de questions à se poser pour faire le point sur son lifestyle, identifier la vie qu'on aimerait mener, puis passer à l'action. Et voilà, je pense que c'est une bonne conclusion à tout ça. Donc, si jamais vous voulez vous y essayer, c'est sur mon site. Voilà, ça, c'est l'instant promo. Voilà, c'est en promo, mais on a le droit. Donc, on mettra le lien dans le descriptif de l'épisode. Je te remercie beaucoup, Ulysse, pour ta disponibilité. Oh, bah dis donc, j'ai commencé en brûlant les pinceaux, je vais finir en brûlant les pinceaux. Bon, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité. Et puis, à bientôt alors. Bah, merci à toi, super gentil. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous sur vos réseaux sociaux favoris. Venez participer à la discussion sur le post LinkedIn, le lien est dans le descriptif de l'épisode. Notez le 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et laissez un commentaire. Voilà, boujou et à la semaine prochaine.